Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award et aujourd'hui nous allons parler de Pax Transhumanity, un jeu de Matt Eklund publié chez Young Game Design ou Sierra Madre Games, vu que les deux boîtes n'en forment en fait réellement qu'une. Et c'est un jeu qui va nous permettre de sublimer le genre humain, de développer notre humanité dans une série de brevets, développer le monde et essayer d'investir dans l'humain tout au long d'une partie. Alors une toute petite boîte parce qu'en fait dedans il n'y a que des cartes. Et ces cartes, elles tiennent dans peu de place et ils n'ont pas trouvé bon d'avoir une grosse boîte pleine de vide pour avoir uniquement des cartes. On peut les comprendre. Alors c'est un jeu, comme tous les autres packs, c'est souvent les jeux de Young Games, qui sont un petit peu difficiles à prendre en main, difficiles à appréhender, parce que plein de notions différentes, beaucoup de termes techniques, et évidemment l'anglais ne facilite pas nécessairement les choses pour nous francophones, mais il est loin d'être simple, sa mécanique change, sa mécanique varie et on ne peut pas vraiment dire que le livre de règles nous aide beaucoup. Ils ont une gestion de règles en ligne, donc ce qui s'appelle les Living Rules, mais même dans les Living Rules, il y a des anciennes versions et des erreurs. Donc pas très simple. Et pour même bien vous expliquer que la chose n'est pas simple, ils ont fait une sorte de logigramme qui est censé vous aider à réaliser toutes vos actions pour prendre en compte les différentes options de développement. Et ce logigramme, s'il vous aide bien, on regrettera qu'il n'ait qu'en un seul exemplaire dans la boîte, ne fait pas que les choses soient plus simples. En tout cas, vous informe directement que les choses vont être complexes, car elles vont être complexes. Et le fait de se le faire expliquer est un avantage par rapport à la lecture en elle-même. Alors, un petit tour du jeu en premier. Donc nous allons effectivement essayer de développer sur base de nos sociétés propres notre investissement, développer nos données, enfin gagner des points de victoire quelque part, par rapport à un monde qui évolue. C'est très important au niveau du jeu, c'est que le monde va évoluer à un tel point qu'on ne sait pas dès le début du jeu ce qu'il faut faire pour avoir des points de victoire en fin de jeu. Bien sûr, il y a des grandes lignes, bien sûr, il y a des choses à faire en priorité parce qu'il y a de grandes chances que ces choses scorent, mais il n'y a pas une assurance de ceci. Donc, on va partir un petit peu dans le brouillard au niveau du jeu parce qu'on ne sait pas comment va se terminer la fin. On y reviendra bien sûr un petit peu plus tard et voyons un petit peu les différentes parties du jeu et ce qui sont associés à cela. Alors, je vous fais un tableau très large dans un premier temps et puis après on resserrera sur les parties les plus importantes, en tout cas les actions les plus importantes du jeu. Nous avons 4 lignes spécifiques de développement. Ces 4 lignes spécifiques sont liées à des parties du monde. Le premier monde, les premières zones qui ont été vraiment industrialisées, le monde en développement, toute la partie presse qui aujourd'hui est représentée par l'internet et le cloud, et toute la partie future, espace, qui est vraiment une zone à prendre, tandis que les autres sont déjà un petit peu développés et pour lesquels il y a déjà une compréhension de l'être humain dans ce type d'action. Oui, parce que le développement des premières zones industrielles, ça va, on est dedans, on s'y est fait. Par contre, des notions du développement du monde, le monde qui aujourd'hui est le monde pauvre, on va dire, c'est encore plein de choses qu'il faudra lutter, qu'il faudra essayer de développer. Et donc, il y a ce qu'on appelle des freins, que l'on va voir ici, qui sont beaucoup plus importants que dans le monde industrialisé. Tout ce qui est connaissance d'Internet, il y a beaucoup de choses à faire, et l'espace, on en est encore très loin. Donc, 4 zones distinctes qui vont chacune avoir ce qui s'appelle des idées. Donc, tout ce qui est ici en dessous, c'est un marché avec des idées. Un marché, pourquoi? Parce qu'il y aura des chiffres ici, ces chiffres-là représentent un coût. Ce sera un coût d'achat de ces idées-là sur lesquelles on va investir et pour lesquelles on va développer des brevets. Des brevets, c'est un autre endroit que ça va arriver, c'est ce qu'on appelle le splay. Et le brevet, la suite des brevets qui sont ici, vont permettre de définir une idée ou une chose pour laquelle le monde commence à être prêt. C'est-à-dire qu'ils appellent ça une sorte d'ADN du développement humain. Et c'est une série de couleurs, chaque couleur qui vont apparaître ici, donc au fur et à mesure du jeu. On va avoir toutes des couleurs qui vont se placer l'une derrière l'autre dans le splay et qui vont former un panachage de couleurs différentes
Et ces couleurs sont ce que l'homme, ce que l'être humain est capable d'accepter. C'est ce qu'on appelle la viabilité d'un projet. Donc on va avoir une gestion de couleurs qui se trouve ici, dans ce split, qui représente donc des brevets tout en haut. Et vous remarquez que toutes les cartes qui sont ici ont elles-mêmes des couleurs, à gauche et à droite. Alors, première petite remarque au niveau des couleurs, et je le vois très bien ici dans le split, c'est qu'il y a deux couleurs de vert dans le jeu, mais en fait il n'y en a qu'une seule. Donc, petite erreur au niveau de l'impression, au niveau sûrement des cartouches qui ont été changées entre deux impressions, ce qui fait qu'il y a deux verts, mais en fait ce n'est qu'un seul vert. On est bien d'accord qu'il n'y a qu'une seule couleur verte, celle-ci, dans l'ensemble du jeu. Parallèlement à ces marchés, donc, on a, qui dépendent du marché, toute une zone de développement sur laquelle on va pouvoir placer des sociétés, qu'il y a déjà des sociétés internationales, et on va pouvoir engager des personnes qui vont travailler pour nous dans un des deux domaines, dans le domaine de la recherche, représenté par l'ampoule, ou dans le domaine de la production, hein, représenté par la main, la construction, la réalisation des choses. Et on retrouve ça dans chaque zone. On a tout en haut une série de problèmes qui peuvent être traités dans le monde, des problèmes comme la maladie, les bidonvilles, la pollution, que sais-je, la famine, que l'on va pouvoir essayer de traiter et de régler, qui vont être une des parts des points de victoire possibles. Les points de victoire que l'on va pouvoir faire vont être traités par les problèmes que l'on règle et le fait de placer des sociétés dans le jeu dans certains endroits. Enfin, le dernier point important de notre développement, c'est la carte de chaque joueur sur laquelle on va retrouver toutes les actions possibles. Il y en a 7. Les 7 actions possibles à chaque tour de jeu qu'on va réaliser 2 fois. Et des cubes qui vont représenter selon l'endroit où ils sont des choses différentes. Ça pourrait être des agents, ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être des brevets, ça peut être beaucoup de choses selon l'endroit où ils se trouvent. Et c'est peut-être un des premières remarques ou premiers problèmes au niveau du système de jeu, c'est qu'il y a une série de noms qui apparaissent, qui ne sont pas nécessairement tout de suite pas dire logique, mais en tout cas qu'on ne conçoit pas directement, mais qui sont très importants dans le jeu parce qu'on va retrouver sur le jeu des petits textes qui vont être des textes de jeu, en anglais pour l'instant bien sûr, qui font référence à ces noms-là. Et donc vous devez, en commençant, apprendre une série de mots spécifiques qui représentent souvent un cube à un endroit donné. Donc ça c'est très important au niveau du jeu et on peut commencer par cela. Donc on va avoir ici, sur ma tuile de départ, ça va être des cubes, sont des agents financiers, simplement. Donc globalement c'est de l'argent, c'est pas très grave. S'ils vont se déplacer sur une carte, on va parler d'employés, de personnes qui ont été louées, achetées, qui vont pouvoir travailler pour une société éventuellement. Les sociétés, donc je vous ai dit, c'est un petit jeton que l'on va trouver en plus. On va pouvoir les syndiquer pour aller réserver une idée. Donc on va parler de syndicate dans le jeu, donc de syndicat. On va pouvoir les placer sur des petits carrés noirs ou des petits carrés blancs sur les cartes. Et là-bas on parle de heat. Alors, noir ou blanc, ça fait une différence. Mais je vous le dis déjà tout de suite, il y a des carrés des deux côtés des cartes, mais on ne va jamais en utiliser qu'un seul. Donc on va par défaut, quand on va le poser, on va plutôt le poser sur la partie gauche de la carte, là-bas où elle n'est pas floutée ou là-bas où elle n'est pas un petit peu dans le brouillard. Okay. T'as heat. On va parler de patent, donc de brevet, quand ce sera placé sur la carte ici des brevets. Et il est possible donc qu'un hit, quand il va arriver en dessous dans le brevet et que le cube donc va se déplacer avec, là on parlera de futurs chocs. Ce sont des chocs psychologiques pour les gens au niveau d'un développement qui est très rapide ou très fort dans un domaine. Et donc ces termes-là sont utilisés partout et il faudra s'y faire.
Ce n'est pas la chose la plus simple, mais à force de l'entendre, à force de le voir, c'est une chose que l'on peut concevoir gentiment. Voilà, on a resserré un petit peu le jeu. Je vous ai mis le plateau du joueur, le splay et les patents juste à côté pour avoir les brevets. Alors je vous conseille de ne pas laisser la carte sur le splay. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on doit mettre une carte dessous, ça bouge. Et comme on va avoir des cubes dessus, chaque fois que la carte bouge, ici il n'y en a encore que 2, c'est facile. Mais sinon, c'est toujours très gênant d'avoir des brevets qui changent de couleur, on ne peut savoir vraiment où c'est. Donc mettez-le à part, mettez une simple carte retournée pour masquer la partie haute de la carte. Voilà, on se retrouve donc ainsi avec une version courte du jeu. Bien sûr, les autres numéros sont en dessous, ce n'est pas très grave pour l'instant. Et on va voir une première notion, c'est la notion d'argent. L'argent dans le jeu est représenté par quoi? Elle est représentée par les cubes, donc qui sont sur votre carte de joueur. Au début, selon le joueur que vous avez, hop, ils sont placés à des endroits différents. Donc on indique ici, il y en a 2 en dette et 6 en wheels. Et au fur et à mesure des autres joueurs, il va y avoir une variation avec un seul en capital, puis 2 en capital, puis 3 en capital. Pourquoi? Parce que les couleurs que vous allez choisir au début du jeu vont définir la position du joueur. Le bleu est toujours premier joueur, le noir est deuxième, le rose est troisième et le rouge est quatrième joueur. Et donc on compense la position avec un placement au niveau des cubes qui est totalement différent. Alors pourquoi est-ce que ces cubes-ci représentent de l'argent? Eh bien parce que quand on va devoir avoir besoin d'argent, avoir besoin d'unités monétaires, on va déplacer le cube qui est le plus haut sur votre plateau d'un cran vers le bas. Ça représente une unité, 2 unités. Si je continue, 3 unités, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le rose a potentiellement 8 points d'argent à dépenser dès le départ. Simplement, ils vont passer d'une case de plus en plus basse. La case la plus basse, c'est la dette. Et une fois que c'est en dette, eh bien, ça ne sait pas remonter. En tout cas, ça ne remonte pas simplement. Et surtout, ça ne sait pas descendre plus bas. Une fois que c'est en dette, ça ne sait pas redescendre plus bas. Et donc, on n'a plus d'argent possible, on n'a plus que des dettes. Donc, c'est la première gestion. Deuxième chose, quand on va dépenser de l'argent pour faire une action, on va ensuite prendre le cube le plus haut si on doit aller le placer quelque part. Donc si je dois prendre un cube pour aller le placer sur une case ici, un employé donc qui se trouverait ici, eh bien je vais chaque fois prendre le cube le plus haut. Ce qui veut dire que si j'ai tout en capital et que je paye pour aller placer un employé, je vais prendre le cube le plus haut pour le mettre à l'endroit où je désire au niveau d'un engagement. Toujours le cube le plus haut qui part. Dans l'autre sens, quand on a un cube qui revient sur sa carte, il va toujours au milieu sur le wheels, systématiquement, qu'il revienne de n'importe où, s'il revient, c'est dans le wheels. Ça, c'est une notion très importante du jeu. Autre notion importante du jeu, ça va être le fait d'avoir des régimes différents. Selon les époques, on va avoir un régime mondial qui va différer. Ici, on est dans le monde de la globalisation. Et ce régime va différer selon quoi? Eh bien, selon les 3 dernières cartes qui vont être apparues dans le splay. Donc, on va toujours parler des 3 dernières cartes qui s'appellent le Cutting Edge, qui sont les cartes, les dernières du display. Eh bien, s'il y a 3 couleurs différentes, donc ici une seule couleur différente, 3 couleurs différentes, on est en globalisation. Si jamais on avait 3 couleurs les mêmes, on serait dans le paradigme shift. Si on avait 2 vertes dans les 3 dernières cartes, on serait dans le developing world. 2 jaunes, 2 oranges, 2 bleus. À chaque fois, c'est 2 pour les couleurs spécifiques. Donc, les 3 dernières cartes qui sont ici vont me donner une information sur le régime actuel. Donc, si je me retrouve avec quelque chose où je vais rajouter ici un orange. Dès que je vais avoir ceci, hop, le monde change, on est dans le monde de l'espace. C'est comme ça que les gens pensent, c'est comme ça que les gens font. Je vais rajouter au fur et à mesure du temps une bleue. Il ne se passe rien, les 3 dernières cartes, c'est toujours 2 oranges. Aucune modification. Je vais rajouter une verte. Et maintenant, on se trouve dans un monde où il y a 3 cartes différentes, 3 couleurs différentes dans les 3 dernières cartes et on revient en globalisation. Donc ça va vraiment être le principe, c'est qu'on va changer de régime au fur et à mesure des cartes qui vont apparaître dans le display. Maintenant, à son tour de jeu, qu'est-ce que l'on fait? À son tour de jeu, on a droit à 2 actions. Ces 2 actions,
elles sont à choisir parmi toutes celles ici. La première action qui est facile à expliquer, c'est le fait de refinancer le fundraiser. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure du jeu, on va avoir de moins en moins de cubes à notre disposition, on aura de moins en moins d'argent. Déjà parce que les cubes vont descendre, et puis aussi parce qu'on va les placer à gauche à droite, on va les placer sur des cartes, on va les placer sur des petits hits, donc des petits carrés blancs ou des carrés noirs. Et il y a un moment où potentiellement on se retrouve avec de moins en moins d'argent. Alors, Fundraiser va permettre de faire quoi? Trois choses. La première, c'est éventuellement de rapatrier des cubes qui sont présents sur le plateau, qui vont revenir sur notre plateau de joueurs. Je peux récupérer tous les cubes, sauf ceux qui sont sur un carré, que ce soit sur une carte du marché ou sur une carte dans le splay. Ceux-là, je ne peux pas les reprendre, sinon les autres, je peux éventuellement désinvestir, et donc je récupère un cube, il revient systématiquement dans le Wheels, je peux désinvestir pour les remettre dans ma gestion globale. Ensuite, je vais pouvoir faire une gestion qui s'appelle collatérale. En fait, ça va être de rembourser nos dettes. Rembourser nos dettes, c'est un cube du capital qui descend pour un cube de dette qui remonte. Si j'ai plusieurs cubes de capital et plusieurs cubes de dette, je peux le faire en une seule fois. Et enfin, je vais capitaliser mon argent et tout ce qui est dans le Wheels va remonter en capital. C'est comme ça que je vais récupérer une valeur foncière, une valeur monétaire au niveau de mon jeu. Donc, 1, je récupère des cubes qui sont placés à gauche à droite. 2, je rembourse mes dettes. 3, je remonte au niveau du Wheels. Si vous avez trop de dettes, vous pouvez très bien vous retrouver dans une position comme celle-ci. Une position comme celle-ci, vous n'avez rien ici comme cube à récupérer. Vous n'avez rien comme capital à redescendre, ce qui veut dire que la première de vos deux actions va peut-être être seulement de remonter le Wheels et refaire une deuxième action de capitalisation pour toujours ne rien récupérer, redescendre de 2, remonter de 2 et remonter les 4 et peut-être encore une troisième pour aller récupérer les deux dernières dettes que vous avez. Donc faites attention à votre gestion de cubes sur votre carte parce que l'argent risque de vous obliger à faire plusieurs tours de récupération. Alors, je ne vous parle même pas si vous en arrivez avec un truc avec 5 comme ceci, ça peut devenir très embêtant. Donc, vous allez devoir parfois passer des coups, faire des coups de temporisation pour récupérer simplement de l'argent pour pouvoir vous développer par ailleurs. Donc, très simple, la gestion de l'argent, récupérer des cubes, rembourser ses dettes, remonter ses cubes. Une autre action assez simple, c'est le fait d'engager un employé. L'action Hire qui vous coûte 3 unités monétaires, donc 3 $, que je vais pouvoir ensuite prendre le cube le plus haut pour aller le placer sur une des cartes ici. Alors une carte sur un endroit qui est disponible, si quelqu'un est déjà présent, que ce soit moi ou un autre, je ne peux pas m'y mettre, mais sinon je vais me placer sur une zone ronde donc qui va masquer un panneau stop ou dans un carré qui se trouve ici. La balle dans les carrés, on peut être plusieurs joueurs au même endroit, il y en a un par couleur, mais un joueur ne peut y être qu'une seule fois, où on va travailler alors là pour une société ou pour une zone mondiale plus importante au niveau du jeu. Donc simplement, je paye 3 et je me place. Très simple. Une autre chose très simple, c'est le Placket Hit, où on va très simplement récupérer un de cubes qui se trouvait sur un carré d'une carte et il va revenir dans le Wheels. Enfin, la dernière chose qui est très simple aussi, c'est la possibilité de prendre une carte du marché et la mettre sur une zone vide. Une zone vide parce que on aura enlevé une carte et donc je vais pouvoir l'y placer. Ou de toute façon, au début du jeu, il y a les colonnes qui se trouvent ici, où il n'y a qu'une seule carte en 5. Et donc je pourrais très bien, même si c'est hors zone pour vous, le mettre là-bas tout au fond en 0. Je vais le mettre ici en 4. Pour changer son coût, parce qu'ici il avait un coût de 5 et je pourrais aller le placer en coût 0 tout en bas de ma gestion. Donc plein de zones vides que je vais utiliser pour déplacer une carte d'un endroit ou un autre, peut-être parfois pour la changer de colonne dans laquelle elle se trouve. C'est très important. Alors il faut savoir une chose par rapport au déplacement, c'est qu'il y a une petite limite. Dans le jeu, on va avoir des cubes à soi, éventuellement sur une carte, on peut déplacer la carte. Par contre, il est possible qu'il y ait un cube de quelqu'un d'autre tout seul ou de quelqu'un d'autre avec vous, auquel cas, on ne peut pas déplacer une carte. Donc il faut qu'il n'y ait personne ou qu'il n'y ait que vous sur une carte pour pouvoir la déplacer. Voilà, on a vu les choses les plus simples du jeu, maintenant on va passer aux 3 actions qui vont augmenter un petit peu la complexité. Alors, une première action qui est très raisonnable,
ça va être le fait de syndicaliser une carte. Syndicaliser une carte, donc syndicate, ça va être le fait de placer un agent donc sur une carte pour en réserver l'idée avant le fait de le breveter. Pour placer un agent sur une carte, en fait, on va juste payer le coût du marché. Donc, pour placer un agent ici, j'aurais besoin de payer 5. Ça va jusqu'à 0. Donc, si je place un agent sur une carte 0, ça ne me coûte rien. Si je place un agent sur une carte 0, hop, je vais directement poser mon cube le plus haut sur la carte 0. Si je dois placer mon agent sur une carte qui vaut 3, eh bien je vais payer 3. 1, 2, 3. Et je placerai mon agent sur la carte. S'il y a déjà un agent sur une carte, alors ça me coûtera double. 1, 2, 3, la valeur de base, plus le double, donc 1, 2, 3, donc ça fait 6. Et je prends le cube le plus haut pour me placer avec lui. S'il y a déjà 2 agents, ça me coûte toujours double. Donc c'est soit simple, soit double. Est-ce qu'il n'y a personne ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand c'est une carte à 0, 2 fois 0 reste 0. Donc pas de souci par rapport à ça. Alors quand je place mon cube sur une carte, il y a 2 types de carrés possibles. Il y a les petits carrés blancs et il y a les petits carrés noirs. Quand je place un cube sur une carte avec un petit carré blanc présent, eh bien je suis obligé de sortir un autre de mes cubes de mon plateau de joueur pour aller mettre le cube sur le hit. Donc ce petit carré blanc, je vous rappelle que pour récupérer ceci, c'est uniquement avec une action qui permet de récupérer un seul cube, c'est le plaquette hit. Par contre, s'il y a un petit carré noir, eh bien j'ai le choix de le mettre ou de ne pas le mettre. Ce n'est plus une obligation. Ces petits carrés noirs auront un impact dans le jeu quand on réalisera les cartes et auront un impact quand ils seront dans le display selon certains types d'actions. Mais ce n'est pas obligatoire. Les blancs, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est vous qui choisissez. Syndicate. Je vais payer le montant selon l'endroit où je veux me placer et ensuite je place mon cube. Je mets éventuellement un hit, donc c'est ça, je vais placer éventuellement un hit. Et enfin, je vais pouvoir faire un surge. Un surge, c'est quoi? Eh bien, hop, j'ai récupéré une carte qui était plus loin ici. Le surge, c'est ça. Ce sont les petites flèches qui se trouvent tout en haut d'une carte, qui font que lorsque je place mon agent syndicate sur la carte, je peux gratuitement aller mettre un autre agent sur une carte supérieure de la couleur indiquée. Donc ici, sur une carte orange. Il y a une carte au-dessus de la même couleur, au moins avec une barre de la même couleur, eh bien je peux me mettre dessus. Si jamais il me permettait de syndicate en jaune, ici j'aurais été obligé en plus de placer un petit cube blanc, éventuellement placer donc un petit cube noir, je vais le mettre du côté qui n'est pas flouté, un petit cube noir en plus, et j'aurais pu encore aller remettre, vu qu'il y a un autre surge, le remettre sur une autre carte de la même couleur, donc jaune ici, qui se trouve là-bas. Donc si j'avais pu, si c'était jaune ici, j'aurais pu peut-être faire des actions combinées de l'un vers l'autre. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option, ça vous permet d'éviter de payer pour aller mettre plus haut. Donc parfois, si vous êtes intéressé par aller faire cette carte qui coûte 5, eh bien il était peut-être plus malin d'aller payer 0 pour aller mettre un agent sur une carte qui est tout au fond pour directement monter sur le 5. Okay? Donc le surge est ainsi. Donc syndicate, je paye le prix du marché ou 2 fois le prix du marché si jamais il y avait déjà un agent. Je vais ensuite placer mon cube le plus haut de mon plateau de joueur sur la carte. Je fais le hit si jamais il y a un carré blanc, je suis obligé de mettre un cube dessus. S'il y a un carré noir, c'est optionnel. Et ensuite, je vois s'il y a un surge pour aller faire une copie, donc pour aller placer un nouveau cube sur une zone supérieure. Enfin, il y a les 2 actions qui vont me permettre d'utiliser mes employés qui se trouvent ici, soit du côté recherche, soit du côté production. Donc 2 actions, une action de recherche, une action de commercialisation. On va commencer par l'action de recherche. Recherche, ici, je vais devoir d'abord payer un certain montant pour faire une recherche. Alors la recherche, ça va représenter quoi? Ça va représenter la carte la plus basse dans mon marché. Donc logiquement, c'est la 0 si le marché est encore complet, mais ça pourrait très bien être une carte à 5. Le marché par exemple bleu ne comporte qu'une seule carte, idem pour le marché orange. Donc c'est la dernière carte de mon marché qui va être visée par une recherche. Alors je vais mettre des cubes plutôt par ici du coup, pour parler de celle-là.
Donc j'ai besoin d'au moins un homme qui va être en partie recherche, vu qu'un agent à moi va réaliser une recherche. Et ensuite, je vais donc utiliser cet agent-ci pour rechercher cette carte-là. Alors, la première chose à faire, c'est payer. Je vais payer quoi? Eh bien, la recherche est bloquée par une série de freins. C'est ça, ce sont les freins psychologiques, ce sont des freins de développement, ce sont des freins de... Ici, les freins sont donc indiqués par les petites zones encore visibles de stop. Celles qui sont avec un agent, eh bien l'agent s'occupe déjà de bloquer, de lever ces freins et donc de les limiter. On va donc compter le nombre de freins présents sur la carte, pas rien que du côté recherche, sur l'ensemble de la carte. Et chaque frein va coûter 2. Va vous coûter 2 $, donc 2 sous. Ici, je me retrouve donc avec 3 zones encore visibles. Fois 2, ça me coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 me permettent de faire quoi? D'utiliser mon agent de recherche et de le faire descendre d'un niveau. Alors, je le fais descendre d'un niveau, là je ne sais pas y aller parce qu'il y a quelqu'un. Je peux aller là ou je peux aller là. Okay. Donc je vais me mettre ici pour l'instant. On va parler des différences que ça fait au niveau du jeu. Ça, c'est la deuxième action. Donc j'ai payé, je fais descendre mon agent de recherche et ensuite je vais récupérer la carte qui se trouve ici. Alors soit je vais la placer en dessous de mon plateau de jeu, ce qu'on appelle le think tank. Je vais revenir dessus. Soit je vais la défausser et si je la défausse, je peux alors placer des cubes sur les brevets, sur les deux couleurs ou sur une des couleurs, c'est à mon choix, qui sont visibles sur la carte. Par exemple ici, le bleu et le vert, je pourrais placer des cubes, toujours le plus haut, vers le bleu et le vert de la carte. Donc ça, ce sont les deux options, ça va être le mettre ici ou le défausser pour placer des cubes. Alors il y a plein de petites spécificités qui font que les actions changent. Alors, la première, c'est le montant que vous allez avoir à payer. Par défaut, ça va être 2 fois le prix de tous les stops visibles. Mais dans certains cas, vous allez avoir l'action qui se trouve sur la carte qui est subsidiée. C'est d'ailleurs le cas au début du jeu. Au début du jeu, la carte de globalisation, et à chaque fois qu'on sera en régime de globalisation, dit que tous les travaux qui sont faits sur le Developing World sont subsidiés. Ce qui veut dire que quelque chose qui est subsidié, je ne paye que la moitié du prix. Donc chaque frein existant, si je veux faire une recherche, je vais le payer seulement 1, 2, 3, 4 ici, ne va me coûter que 4. Je vais descendre, soit là, parce qu'on peut être à 2, soit je sors dans la zone de sans emploi. Donc à un certain moment, je vais payer moins. Premièrement, parce que c'est subsidié par une carte, pas d'autre effet. Mais ça peut être subsidié parce que je travaille pour ce qu'on appelle un utilities, cette zone de carré qui se trouve là. Et si c'est le cas, et que je fais un travail subsidié, donc ici 1, 2, 3, 4 aussi, je ne paierai que 4. Là-bas aussi, je ne paierai que 4, que ce soit ou pas subsidié par mon régime. Donc je ne paierai que 4, je descends en sans emploi. Mais la différence, c'est que la carte que je vais retirer de la recherche, si elle va à la défausse, eh bien vous ne mettez pas de cube sur les brevets. Vous pouvez par contre la garder dans le think tank. Vous la garderez dans le think tank, sauf qu'il y a encore un si. Si, dans tous les cas, si quand vous faites l'action recherche, que ce soit non subsidié ou subsidié, si la carte de recherche possède un cube de quelqu'un d'autre dessus, donc elle avait été syndiquée pour être développée par quelqu'un dans le futur, eh bien vous ne pouvez pas la mettre dans votre think tank. C'est obligatoirement mis pour avoir des brevets. Mais bien sûr, quand vous avez un utilities qui paye le coût, il y a une carte dessus, vous ne pouvez pas la mettre dans le think tank. Si vous le mettez dans le brevet, vous ne touchez pas, vous ne mettez pas des cubes sur les deux couleurs de la carte. Autrement dit, dans tous les cas, cette carte-là, elle est défaussée et vous n'en faites rien. Okay.
La dernière action, une fois que la recherche est réalisée, c'est qu'on va recharger toute la ligne. S'il y avait des vides, on décale les cartes vers le bas et puis on recharge toute la ligne avec les cartes qui se trouvent ici, donc les cartes de jeu. Il y a une autre manière d'être subsidié, c'est d'avoir une société qui se trouve, sur laquelle se trouve un cube. Quand il y a une société, eh bien, je vais pouvoir être subsidié comme si je travaillais pour une utilities. À la différence près, c'est qu'alors je peux très bien récupérer la carte donc, qui est enlevée ici. La carte qui est enlevée, je peux la mettre dans la défausse pour récupérer les cubes. S'il n'y a rien, j'ai le choix entre la défausse pour aller mettre des cubes sur les couleurs de la carte dans les patentes, donc dans les brevets, ou le mettre sur le think tank. S'il y a un cube à moi, c'est pareil. S'il y a un cube ennemi, je ne peux pas le mettre dans le think tank, mais par contre, je peux récupérer les couleurs pour les mettre dans la zone des brevets. Alors, il est possible qu'il y ait un agent d'une couleur autre, qui soit sur une société qui vous appartienne, auquel cas vous l'utilisez comme si c'était un bonhomme à vous. Et donc vous allez pouvoir directement dire ok, je l'utilise, il travaille pour moi, donc effectivement je fais une recherche, je le mets toujours dans mon think tank ou je le mets toujours pour récupérer des cubes dans les brevets et je l'ai descendu. Comment ça peut arriver? Parce qu'en cours de jeu, on peut construire une société, là-bas il y avait déjà un cube par exemple. Et rien n'empêche un joueur de placer un cube directement sur une société qui vous appartient. Parce que lui aussi, si un autre joueur se trouve ici, il peut utiliser votre société pour être subsidié. Et donc, ça va être comme un utilities, il aura le choix uniquement de le mettre dans son think tank parce que s'il le fait utilisé pour faire les brevets, ce n'est pas lui qui est propriétaire, c'est la société. Et donc il ne pourra pas avoir les brevets associés. Donc je répète, toutes les options possibles. Je vais d'abord devoir avoir quelqu'un qui se trouve dans la zone de recherche, ça peut être très bien celui-ci. Cette personne-là dans la zone de recherche, il va devoir payer 2 fois les freins, 2 fois les barrières, ce qu'on appelle les barrières, visibles par défaut. Si c'est subsidié par une carte, si c'est subsidié parce qu'on travaille pour une société, ou si c'est subsidié par un utilities, donc une zone dans le petit carré ici, on ne paye que moitié du prix, donc un seul par stop visible. On déplace son bonhomme pour descendre d'un niveau, et ensuite on récupère la carte la plus basse, toujours, on va la mettre soit dans son think tank, ici, soit à la défausse, et alors là on pourra placer des cubes sur les 2 couleurs associées à la carte. S'il y a un cube qui vous appartient, c'est pas gênant, qu'importe l'option. S'il y a un cube ennemi sur la carte, vous ne pouvez jamais le mettre dans le think tank. Et si vous travaillez pour une société qui ne vous appartient pas, donc si vous travaillez pour un utilities ou si vous travaillez au nom d'une autre société, quand vous faites l'action, vous ne pouvez pas mettre de brevet sur les patentes. Et on n'oublie pas qu'à la fin, après avoir utilisé ces cartes, après avoir été soit la mettre en think tank, soit la mettre dans les patentes, on recharge toute la ligne, on décale tout et on recharge vers le bas. Si jamais vous mettez plusieurs cartes dans le think tank, toutes ces cartes-là s'empilent et donc c'est toujours l'une qui vient se mettre au-dessus de l'autre et qui va faire un petit stack, donc qui va faire un petit paquet de cartes. La dernière action, c'est la commercialisation. La commercialisation ressemble globalement à la recherche, c'est-à-dire qu'on va aussi payer le double, on va aussi déplacer ces bonhommes, on doit être du côté avec la main pour faire l'action. Mais il y a des actions, des choses en plus à faire et à voir. Alors, la première chose à faire, c'est pour commercialiser une carte, il faut d'abord que vous ayez un cube qui soit placé dessus. Par exemple, ici, j'ai un cube qui se trouve là. Je dois avoir un employé qui travaille dans la colonne associée, comme tantôt la recherche, je devais avoir un employé qui se trouve ici ou un employé là-bas, selon la colonne sur laquelle je veux travailler. Et je dois voir est-ce que la carte est viable. La viabilité, c'est quoi? C'est voir ce que les gens sont prêts à accepter qu'une idée soit mise en place. Est-ce que ce n'est pas trop tôt par rapport à leur imagerie mentale, par rapport à ce qu'ils connaissent du monde? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de freins et qu'en fait ils vont refuser cette nouvelle idée?
Et donc cette viabilité, elle va se tenir grâce à une comparaison des couleurs qui se trouvent sur la carte avec les couleurs existantes dans le splay. Et ces couleurs existantes dans le splay vont me dire, eh bien, si on a déjà fait quelque chose qui alliait du vert et du bleu, donc que les deux couleurs se suivent quelque part dans le splay, pas qu'elles soient présentes, qu'elles se suivent, eh bien en ce cas, le monde est prêt. Et ici on trouve bien vert et bleu qui sont l'un à côté de l'autre, donc ils sont prêts, l'idée est viable pour eux. Alors, une petite spécificité, c'est que, vous voyez mon cube qui se trouve là, il est là entre autres parce que j'avais choisi de le mettre, c'est un cube qui est placé sur un carré noir. Ça me permet de faire quoi? Ça permet de réserver cette carte-là par rapport à l'association d'idées. Et donc, le vert-bleu, c'est une idée qui peut être développée, mais seulement par moi. Les autres joueurs, eux, n'ont pas accès au vert-bleu. Ils ont accès à orange-orange, orange-bleu. Mais vert-bleu, ce n'est que moi. Ce qui veut dire que je suis le seul pour l'instant à pouvoir développer cette idée. Les autres joueurs ne peuvent pas. C'est aussi bien valable si j'avais mis un cube sur un carré blanc que sur un carré noir. Simplement, ils ont une action spécifique au niveau du carré noir pour tout ce qui est explosion nucléaire. On y reviendra plus tard. J'ai besoin aussi d'avoir un cube dessus. Donc j'avais besoin d'avoir syndiqué la carte au préalable dans une action de syndicate. Et donc, si elle est syndiquée et si elle est viable, je peux faire la suite des actions au niveau de ma gestion. C'est le premier truc, Viability in Syndicate. Ensuite, je vais payer la barrière, toujours la même chose, 2 zones stop visibles x 2, donc je paye 4. Avec l'argent que j'ai, ça va être difficile, donc 4, ça ferait 1, 2, 3, 4. Que des dettes. Je vais pouvoir faire descendre mon bonhomme par ceci ou par cela, ou même carrément le faire sortir. Et enfin, je vais pouvoir alors prendre l'action et la réaliser. Réaliser, c'est quoi? C'est faire tout ce qui est indiqué ici comme action l'une après l'autre. Et cette carte-là, elle va ensuite aller dans le splay. Je choisis dans quel sens je la mets. Pourquoi? Parce que ça peut changer. Si je la mets comme ceci, je vais faire une modification du régime vu qu'on va avoir les 3 dernières cartes, le cutting edge, bleu, vert, vert, donc 2 verts qui se trouvent dans les 3 dernières cartes, ce qui veut dire qu'on va changer de régime et on passera dans le régime vert. Par contre, si je le mets dans l'autre sens, du côté bleu, on va avoir 2 bleus dans les dernières cartes, ce qui veut dire qu'on va passer dans le cloud. Donc, l'ordre dans lequel je vais la mettre va faire une différence au niveau de la gestion du système. S'il y avait un cube présent sur le carré noir, eh bien, je placerai le cube, qu'importe le sens où je le mets. C'est pour ça qu'il y a des carrés des deux côtés, mais qu'on n'en met que d'un seul quand on le pose sur la carte. Parce que simplement, on va le déplacer du bon côté pour qu'il soit visible dessus. C'est un carré noir, il pouvait très bien que je n'en ai pas placé. Donc imaginons, hop, je le mets en vert. Ainsi au moins, moi rose, je me réserve aussi la combinaison vert-vert, vu que je suis celui qui bloque la ligne ici. Et mon cube qui était placé dessus, parce qu'il était syndiqué, je vous rappelle c'était une obligation, il va aller où? J'ai choisi vert, et bien je vais le rajouter dans les brevets du côté vert. Je n'oublie pas, j'ai déplacé mon employé d'une case vers le bas, par ci ou par cela. Même principe que tout à l'heure, si c'est subsidié, je vais pouvoir payer un seul par frein. Si je travaille pour une société, c'est subsidié. Si une carte spécifique, c'est subsidié. Et si je travaille pour un organisme générique ou une société nationale, alors je vous rappelle, vous n'avez pas droit, c'est indiqué ici, no patent. Si vous placez votre carte, quand vous le placez ici, vous faites les effets de la carte, mais par contre, le syndicate, le bonhomme, l'agent qui était dessus, ne va pas dans les brevets, il revient directement chez vous dans le Wheels. Imaginons que la personne qui veuille faire l'action, ce ne soit pas rose, mais ce soit bleu. Ou éventuellement au début du jeu, quand il n'y a qu'une seule carte dans le splay, et donc avec une seule carte ou dans cette configuration-ci, eh bien le joueur bleu, lui, ne peut pas aller placer sa carte parce qu'il n'a pas la combinaison vert-bleu. Comment est-ce qu'il peut quand même réussir à envoyer une carte là-bas? Eh bien, il va pouvoir réussir à l'envoyer de 2 manières. Soit parce qu'il a déjà des brevets de ces couleurs-là. Donc, la viabilité,
Ici, il est bien syndicate, il a bien quelqu'un qui se trouve dans la main. Donc il pourrait le faire, il lui manque la viabilité. Eh bien la viabilité, pour que cette carte-là soit viable, comme il ne sait pas l'avoir au niveau du display, il peut l'avoir s'il a les cubes dans les deux couleurs. Donc je dis bien les deux couleurs, même si le bleu existe déjà ici, il faut les deux couleurs là-bas. Les deux couleurs au niveau des brevets. Eh bien, elle est viable. Pour qu'elle soit viable, il retirera ces deux cubes-là qui retourneront dans son wheels. Et en ce cas, c'est comme si les deux couleurs étaient visibles. Au début du jeu, c'est une donc des deux solutions, c'est d'arriver à avoir des cubes ici, dans les brevets, pour pouvoir commercialiser une carte. Je vous rappelle comment est-ce qu'on va placer des cubes là-bas? Eh bien en faisant une recherche. Vu que quand on fait une recherche, on le met soit dans le think tank, soit on le met des cubes dans les patents, donc dans les brevets. Eh bien ces cubes-là me permettront de rendre viable une carte, parce qu'au début du jeu, il n'y a qu'une seule carte visible. C'est un petit peu la seule manière d'arriver à en mettre plus, pour pouvoir donc placer ensuite cette carte-là. Donc hop, je descends, je paye 2 à ce moment-ci, parce qu'il n'y avait que une zone visible une fois. Le rose avait une carte, avait aussi pensé s'indiquer cette carte-là, il ne sait pas le faire, ça repart dans son wheels. Mon bleu, il va là-bas, je choisis la couleur que je veux, je mets en fonction de la couleur que j'ai choisie dans ici bleu, sur le bleu, et tout va bien. Ça, j'ai payé ces deux-là, je me retrouve ainsi. Troisième manière d'arriver à rendre viable une carte quand on n'a pas l'option ici de le voir dans l'ensemble des displays. Cette troisième manière, c'est grâce au think tank. Si j'ai au niveau de mon think tank la même combinaison de couleurs que la carte que je vise, donc qui est déjà syndiquée chez moi, je vais mettre quelqu'un là, eh bien je peux utiliser mon think tank pour remplacer la carte et ainsi le mettre d'un côté ou de l'autre, toujours le même principe. 3 possibilités pour qu'une carte soit viable. Soit dans le display, on trouve cette combinaison de couleurs. S'il y a des marqueurs ainsi, ça limite l'usage de la carte à son propriétaire. Soit j'ai des brevets qui contiennent cette combinaison de couleurs, que je vais devoir défausser quand je le ferai, qui viendront dans mon wheels. Soit j'ai dans mon think tank la combinaison de couleurs qui est indiquée, auquel cas je reprends la carte et je la remets ici. Je vous rappelle, dans le think tank, ça s'empile, donc on ne peut utiliser que celle du dessus, on ne peut pas aller chercher une qui serait plus basse. C'est uniquement celle du dessus qui est utilisée. Si je reviens maintenant aux possibilités d'action qui se trouvent sur une carte, eh bien qu'est-ce qu'on va retrouver? Quand on trouve un rond, ainsi, ça veut dire que l'on va placer, alors chaque fois c'est indiqué, la couleur et le type de symbole, qu'on va placer une société, c'est comme ça qu'on met les sociétés, à l'endroit indiqué. Donc si le bleu était comme ceci, et que je joue cette carte-là, ID Thief, eh bien je vais mettre une société en dessous, et donc elle sera fixe. Si par contre il n'y a pas de nom, je le mets où je veux, en zone verte, main, donc je peux le mettre là, là-bas, là-bas, là-bas. Si par contre un autre joueur, parce qu'il n'y avait pas de nom à un moment ou à un autre, c'était déjà mis en ID Thief, et que moi je viens le faire, eh bien seulement je le dégage et je prends sa place. Le petit plus ici, avec un bonhomme qui est en fait un cube sur les argents, eh bien je vais récupérer un nouveau cube de la réserve pour le rajouter dans mon wheels. Donc je vais me rajouter un cube. Il y a un OR entre les deux, donc c'est au choix. Par contre là-bas le petit moins, c'est quoi? Si je n'avais pas mis de cube sur le carré noir ici, donc c'était optionnel. S'il n'y a pas de cube sur le carré noir, tous les joueurs perdent le cube le plus haut de leur stock qui retourne dans la réserve parce que je n'ai pas mis de cube sur le carré noir. S'il y en avait un, il ne se passe rien. Ici, aussi un plus au niveau du cube, sauf que on a toutes des petites lignes tout autour. Ça veut dire quoi? Eh bien, je peux prendre toujours un cube de ma réserve et le mettre sur un carré qui serait vide au niveau des cartes. Eh bien, si par exemple, j'avais déjà une carte qui se trouvait ici, sur lequel il n'y avait pas de carré parce que c'était optionnel, eh bien je pourrais décider, ah ben tiens, cette carte-là, je vais la réserver, ainsi au moins il n'y a que moi qui l'utiliserai.
Donc je récupère un cube de ma réserve, mais seulement il va obligatoirement sur un carré vide d'une carte. Quand vous avez des carrés avec une couleur, eh bien c'est un problème que l'on règle. Les problèmes que l'on règle, ce sont donc ces petits symboles qu'on trouve ici. Là-bas, c'est le problème de l'âge, parce qu'on s'occupe de la cryobiologie. Et donc, aging, je vais prendre ce problème-là et je vais le mettre chez moi dans mon stock. Potentiellement un point de victoire. Potentiellement toujours. Il y a un plus, donc je peux en prendre un autre, c'est le Earthbound. Et je veux aussi le récupérer. S'ils ne sont pas disponibles parce que quelqu'un d'autre l'a déjà pris, eh bien vous ne les prenez pas, vous ne les lui volez pas, c'est comme ça. Le fait d'avoir un rond avec un petit bonhomme, c'est quoi? C'est retirer des cubes qui se trouvent ici, c'est la seule manière d'enlever les cubes dans les cartes. Donc je vais retirer des cubes à moi ou à quelqu'un d'autre, ils reviennent dans le wheels de leur propriétaire, et donc ça va libérer des combinaisons, vu que vous allez enlever des réservations faites par quelqu'un d'autre. Autre type de symbole, les éclairs. Éclair bleu ou éclair orange, donc on aura choisi de mettre bleu ou orange dans le display. Ça veut dire que je vais éliminer tous les brevets bleus ou tous les brevets oranges qui se trouvent déjà dans les cartes. Je vais aussi éliminer une carte bleue ou une carte orange du display, ce qui va changer la donne des combinaisons de couleurs éventuelles. Puis le reste c'est connu. Ici ce n'est que orange, qu'importe le côté où je le fais. Je vais traiter un problème de mon choix, de la couleur que je désire. Et puis on retrouve ici le symbole d'explosion nucléaire. On va regarder pour une explosion nucléaire combien de petits carrés noirs sont visibles. Ici il y en a un. Si j'avais eu un cube dessus, il y en aurait eu 0. Eh bien, pour chaque carré noir visible, chaque joueur va perdre un problème ou une société dans la couleur associée. Ici l'orange. Donc si moi, joueur rose, j'avais résolu le problème ici orange de Earthbound que j'aurais pu avoir tout à l'heure, eh bien je le perdais. Les autres joueurs, s'ils n'ont rien en orange, ils ne perdent rien. S'ils avaient une société en orange, donc dans l'espace, ils perdaient aussi une société. Et ça par carré noir visible. Et si j'ai des cubes visibles sous des carrés noirs moi-même, eh bien chaque cube à moi me protège d'un autre carré noir qui aurait été présent. Donc ça permet de minimiser l'impact d'une explosion nucléaire, pour peu que j'ai pris la peine de faire ceci. Ça peut aussi attaquer les autres, parce que si moi je n'ai rien en orange et que les autres sont bien développés dessus, eh bien je vais déclencher quelque chose de ce type-là. Ça fera nettoyage de leurs problèmes résolus ou de leur société en orange, et ce sera peut-être valable pour moi pour la fin du jeu. Pour commercialiser, vous avez donc besoin d'un cube qui soit présent sur la carte que vous visez, un cube à votre couleur. Vous avez besoin, dans la colonne où se trouve la carte, d'avoir un agent employé qui se trouve dans la zone avec la main, donc la zone de production. On va ensuite comptabiliser le nombre de freins existants, le nombre de symboles stop que l'on trouve dans cette zone-là. On va multiplier par 2 pour définir le coût, donc ici 1 fois 2 égale 2. Sauf si on est subsidié par une carte ou parce qu'on travaille pour une société internationale ou pour une société qui vous appartient ou qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-ci, je ne paye que 1 par stop. On va faire descendre son bonhomme vers une zone suivante. On ne s'arrête pas là-bas, il y a déjà quelqu'un. On peut sortir ou alors on peut aller, par exemple ici, sur une utilities. Une fois que j'ai payé, que j'ai descendu mon bonhomme, je récupère la carte. Je vais aller placer ceci dans les brevets selon la couleur que je vais choisir. Donc si je le mets en bleu, ce sera sur un brevet bleu, si je mets en vert, ce sera sur un brevet vert. Si j'ai travaillé sous couvert d'une entreprise internationale, une utilities, je ne peux pas, no patent, je ne peux pas placer mon cube sur le brevet et il revient chez moi. Sinon, je le placerai dessus. S'il y avait un cube existant, il reste dessus, on le place du bon côté. Si c'est un cube à moi ou si c'est un cube ennemi, ça ne change rien. Si un autre joueur était présent, il retourne chez lui, toujours dans le wheels. Je fais les actions indiquées sur la carte, ici, que ce soit parce que je l'ai fait avec une utilities ou parce que je l'ai fait moi-même. Je réalise toutes les actions et ensuite, c'est donc placé. Et comme je l'ai placé, éventuellement donc ici en vert, je vais changer, en gardant le cutting edge, le régime mondial, vu qu'ici on est passé, il y a 2 verts sur la zone des 3 derniers.
c'est la commercialisation. Il y a un trou, on ne remplit pas le trou, on va remplir le trou quand on fera une recherche dans cette ligne-là, qu'on enlèvera la dernière carte, on glisse tout le reste et on va remettre des nouvelles cartes. J'ai parlé de cette action et il y a des petits points d'action qui sont importants à revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont un impact au niveau du jeu. Quand j'ai placé ma société, à partir de ce moment-là, elle est subsidiée si quelqu'un, à moi ou une autre couleur, travaille en partant d'elle. Mais il n'y a pas que ça. Une société vous permet, si vous êtes propriétaire de la société, de faire un recrutement. Hop, je rappelle, recrutement 1, 2, 3, je prends le plus grand, je le mets ici. De faire un recrutement pour une action libre. Donc ça ne compte pas dans vos 2 actions limitées à votre tour de jeu. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit. On paye le coût, mais si vous ne perdez pas une des 2 actions. Ça, c'est une première chose qui varie grâce à tout ceci. Autre chose importante à dire, quand vous faites une syndicate, quand vous placez votre pion sur une carte, il y a parfois du texte sur cette carte-là. Donc c'est le cas ici, vous voyez, c'est en blanc, là aussi, il y en a, il peut y en avoir ailleurs. Eh bien, ces cartes-là font quoi? C'est que vous avez accès au pouvoir de la carte tant que vous êtes syndiqué. C'est parfois pour ça qu'on va aller syndiquer sur une carte qu'on ne compte pas commercialiser, simplement parce qu'elle a un pouvoir qui est intéressant. Ici, il dit quoi? Que bleu-bleu est viable pour vous. Donc si je me trouve ici et qu'il y a une carte, comme par exemple celle-ci, une carte bleu-bleu qui existe quelque part, donc je la remonte simplement pour que vous la voyez bien, eh bien celle-là, même s'il n'y a pas de bleu-bleu ici, même si je n'ai pas 2 bleus dans la zone des brevets, ou que je n'ai pas dans le tipping point une carte bleu-bleu, eh bien je peux quand même la faire. Alors, il y a une autre manière d'utiliser le pouvoir de la carte. Donc si elle est ici et qu'elle est syndiquée, si cette carte-là, je l'ai recherchée et qu'elle est dans mon tipping point, eh bien, tant qu'elle est visible dans mon tipping point, je peux y avoir accès. Donc, simplement, si elle est ici, la dernière carte, eh bien, j'ai le pouvoir tout le temps, comme si j'avais un cube toujours dessus. Donc, ces cartes-là, à pouvoir, parfois, c'est très intéressant à les rechercher. Alors, une carte qui se trouverait ici et que vous voulez absolument rechercher, je vous rappelle que la recherche n'est que la dernière carte la plus loin. Eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez très bien faire un déplacement de carte pour la mettre, par exemple, tout en bas, en 0 d'une autre colonne, et ensuite seulement, une fois qu'elle était en 0, ou même ici, vu qu'ici il n'y a rien plus bas, donc la dernière colonne, je pourrais la mettre ici en 4, et puis ensuite faire une recherche en payant 2 x 2, 4, faire une recherche, et ainsi, cette carte-là qui serait la plus basse, viendrait dans mon tipping point et j'y aurai accès. Donc, ne négligez pas le fait de déplacer une carte vers une case vide, c'est très intéressant, très important pour pouvoir en profiter. Et une dernière chose importante et intéressante à savoir, ces brevets-ci, donc vous pouvez les utiliser pour rendre viable une carte. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour de l'argent. Pourquoi? Eh bien parce que ceci vaut la valeur, le nombre de cartes de cette couleur-là qui se trouve dans le display. Donc mes brevets ici valent chacun 2. Parce qu'il y a 2 cartes vertes. 2 cartes vertes, il y a une carte bleue, ces 2-ci ne valent que 1. Plus vous mettez une seule couleur, plus les brevets que vous avez sur cette couleur-là sont intéressantes. Surtout intéressant, pourquoi? Quand vous devez aller faire des choses dans l'orange. L'orange est très très cher, 2, 4, 6, 7, moins 1 cube, quel que soit le projet que vous visez, qui se trouve là, donc 6, 12, eh bien, avoir toute une gestion monocolore vous permettrait d'avoir facilement de l'argent en retirant un seul cube plutôt que de devoir descendre, ce qui est impayable autrement. Et en plus, il va y avoir des modifications selon le régime qui sera utilisé. Je vous ai dit, le régime globalisation vous permet de ne payer que 1 ici, qu'importe l'endroit d'où vous partez, parce que tout est subsidié. Ça, c'est son pouvoir. Mais, et je vais prendre le vert ici, dans les autres couleurs, il y a d'autres pouvoirs. Quand vous êtes en vert, ce qui est le cas, les 3 dernières cartes comportent 2 verts, eh bien, tous les engagements sont gratuits. Facile à aller placer. Donc, juste une action, mais gratuit. Si je le place chez moi, c'est pas d'action, que c'est sur ma société, et en plus, c'est gratuit, ça ne me coûte rien. Mais en plus, tous les brevets ici, verts, valent double si on récupère l'argent. Donc là, ça ne vaudra plus 2, ça vaudra 4. On ne rend pas la monnaie si vous devez payer quelque chose. Mais tous les brevets valent 4. Ça, c'est valable dans toutes les couleurs. Dès qu'on a une couleur spécifique,
la valeur du brevet, cette couleur-là, est double. Et quand on est en paradigme, alors toutes les couleurs valent double. Le pouvoir du paradigme, c'est la syndication, donc le fait de placer un cube sur une carte, est gratuite. Donc je peux le placer facilement sur un 5 sans que ça coûte quoi que ce soit. Je vous ai expliqué la globalisation, le vert c'est fait, le bleu, la recherche coûte 0, donc rechercher ne coûte rien, comme c'est mieux que d'être subsidié, vu que c'est rien du tout. En jaune, toutes les cartes sont considérées comme si elles avaient un surge. Donc systématiquement, quand je place sur une carte, même s'il n'y a pas de symbole de petite flèche dessus, comme ici, eh bien c'est considéré comme s'il y avait les deux couleurs disponibles. Donc je peux remettre sur une couleur au-dessus, ce qui vous permettrait éventuellement de faire toute une ligne ou d'aller mettre très très bas à 0 pour aller chercher une valeur qui est beaucoup plus haute. Et ici, en space, donc dans l'espace, toutes les commercialisations sont subsidiées. Donc c'est comme quand le Developing World l'est, c'est pour tout le monde, mais ce n'est que pour commercialisation, ce n'est pas pour recherche. Voilà, ça ce sont toutes les options des cartes qui vont varier, et donc selon qu'on change quelque chose à un moment ou à un autre, vous allez changer systématiquement la valeur, vous allez changer systématiquement les conditions de jeu. Et ça c'est parfois un petit peu perturbant, surtout il faut faire attention, c'est que vous avez deux actions, c'est bien, mais votre première action va mettre un brevet et va changer la condition de jeu, pour essayer d'en profiter, parce que peut-être que le joueur suivant va rechanger la couleur en faisant un nouveau brevet. Et donc au final vous risquez de ne pas profiter, par exemple le vert qui est très utile, qui est le hire, donc le fait d'avoir les engagements gratuits. Passez en vert, mettez tout de suite un bonhomme, pensez à le faire rapidement, parce que sans ça vous allez perdre potentiellement l'avantage que les autres joueurs feront avant vous. Ça c'est toujours toute une gestion intéressante et importante du jeu. C'est comme quand je vais déplacer une carte quelque part pour 0, donc pour avoir plus facile à la créer ou à la faire, mais les autres joueurs peuvent se ruer dessus avant que ce soit à nouveau votre tour. Vous n'avez jamais que 2 actions dans votre tour et vous allez devoir parfois temporiser, voir ce que je fais pour essayer toujours de profiter, prendre le plus d'avantages à une action avant que quelqu'un d'autre ne la fasse. Et ça c'est très malin, très juste au niveau du jeu, et c'est assez complexe à comprendre. Vous aurez besoin de quelques parties pour être bien dedans. Il me reste à vous parler de la fin de jeu. La fin de jeu va avoir lieu à plusieurs moments possibles. Première raison d'avoir une fin de jeu, si un joueur arrivait à placer toutes ses sociétés et qu'il devait en placer une nouvelle et qu'il ne sait pas le placer, eh bien il a gagné, c'est ce qu'on appelle un tycoon. Il gagne automatiquement, qu'importe les points des autres, il est vainqueur, tous les autres ont perdu. Point. Autre manière de mettre fin au jeu, c'est si dans le splay, ici, vous avez 5 couleurs d'affilée identiques. D'affilée, pas présentes dans le jeu, d'affilée. Alors les points de victoire sont comptabilisés comment? Eh bien on aura un point de victoire par cube, donc on aura sur des futurs chocs. Ne compteront donc que les cubes qui se trouveront dans le splay. C'est tout. Un point par cube. Simple. Ça arrive aussi si à la fin du jeu, vous êtes en paradigme. En paradigme, si à la fin du jeu vous êtes en paradigme et que vous allez avoir une fin par tipping point, et j'arrive sur ces cartes-là, on ne comptera que en point de victoire que ce qu'il y a comme cube sur le splay. Mais ça ne déclenche pas, le paradigme en tant que tel ne déclenche pas la fin de jeu. Ce qui va déclencher la fin de jeu, pour l'instant, c'est les 5 sociétés, enfin les 4 plus 1 société à placer, les 5 couleurs d'affilée dans le splay, et puis on a 2 autres manières, c'est via les tipping points, il y a un tipping point par couleur. Ces cartes-là se trouvent dans la deuxième moitié des paquets de cartes, donc sur les 17 dernières cartes. Et elles arrivent en jeu, elles sont remplies comme une autre. Si elles sont commercialisées, uniquement si elles sont commercialisées, si on les utilise en recherche et qu'elles sont défaussées, rien du tout. Mais si elles sont commercialisées, elles déclenchent la fin de jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer d'abord une explosion nucléaire, donc comme tout à l'heure, on va compter est-ce qu'il y a des carrés noirs sur le splay. Pour chaque carré noir, chaque joueur va devoir perdre un problème ou une société dans le bleu, moins 1 par cube mis sous des carrés noirs précédemment. Comment on fait la différence dans le splay entre les carrés noirs et les carrés blancs? Les carrés blancs sont toujours à gauche, les carrés noirs sont toujours à droite. C'est plus facile à regarder ainsi.
Donc d'abord explosion nucléaire, ensuite on résout un problème, on récupère un problème éventuel et ça déclenche la fin de jeu. Cette carte-là, même si elle est commercialisée, elle ne va pas dans le splay. Elle déclenche la fin de jeu, ce qui veut dire qu'on va regarder ici dans quel régime on se trouve, et comme je l'ai dit, si on est en paradigme, on compte les points, uniquement le nombre de cubes qui sont présents ici. Si on n'est pas en paradigme, eh bien les points vont être différents. Alors, je vais commencer par les gestions si on est sur une couleur spécifique, donc si le régime est une des 4 couleurs possibles. Alors, on va avoir 2 points de victoire. Donc ici, je vais prendre pour mon exemple le bleu. On va avoir 2 points de victoire par société qui se trouve dans le bleu et par problème que l'on a résolu dans le bleu. Si on a résolu des trucs dans le vert, dans le jaune, ou qu'on a 2 sociétés dedans, 0 point. Plus 1 point de victoire par société ou problème qui sont dans la sphère cachée. Qu'est-ce que la sphère cachée? Eh bien, au début du jeu, vous avez pu recevoir 2 cartes. De ces 2 cartes, vous allez choisir une couleur que vous allez cacher sur votre plateau de jeu en mettant la couleur que vous voulez garder vers le haut. Eh bien, ça, c'est la sphère cachée. Ça fera potentiellement 1 point de victoire par société ou problème que vous avez résolu dans la sphère cachée. Mais ça fera 1 point de victoire seulement si on se retrouve en fin de jeu via tipping point sur une des couleurs qui se trouve ici. Si on a terminé la fin de jeu en paradigme via tipping point, 0 point de victoire. Si on a défini, parce qu'il y a 5 couleurs qui se trouvent là-bas, 0 point de victoire. Si on a défini par tycoon, 0 point de victoire. Donc, les points de victoire ici, de votre sphère cachée, ne vaudront que si on a terminé sur une couleur ainsi. Donc, vous avez un intérêt à terminer sur ces couleurs-là. Si vous avez pu sauver beaucoup de problèmes ou des sociétés dans votre sphère cachée, si vous pensez que l'autre en a fait plus que vous, allez peut-être dans autre chose. Donc, ça se joue aussi ainsi. Et si on termine en globalisation, en ce cas, on ne va compter que les points que l'on a au niveau de notre hidden sphere. Donc, on ne compte que les points associés à la carte que l'on avait cachée en dessous et que l'on a pu développer dans la couleur associée. Rien de plus. Il est aussi possible que lorsque les tipping points arrivent, on ne les réalise pas, on ne les commercialise pas ou qu'on les jette par de la recherche. Il se peut alors que l'on arrive à la fin du deck et la dernière carte, c'est systématiquement la carte Plurality. Cette carte-ci, elle ne peut pas être commercialisée, il n'y a pas de couleur associée sur toutes les couleurs qu'il y a dessus et elle va être obligatoirement défaussée par une recherche. Donc c'est une recherche qui va la faire sortir du jeu. Ce qui se passe alors, c'est qu'il y a une explosion nucléaire dans toutes les couleurs, donc ça peut détruire plein de jetons aux gens. On va alors compter 1 point de victoire par problème que l'on a, qu'importe d'où ils viennent. Donc tous les problèmes valent 1 point de victoire, les sociétés ne valent rien. Et on va en plus compter les points de victoire associés à son hidden sphere pour seulement les problèmes que l'on a résolus dans la sphère cachée. Donc 1 point de victoire par problème plus 1 point de victoire par problème de la sphère cachée sur votre plateau de jeu. Ce qui fait beaucoup d'options pour définir la fin de jeu et c'est pas simple de savoir comment ça va se terminer, à quel moment ça va se terminer et ça peut aller très très vite. Une recherche ici, quand on a déjà retiré quelques cartes du paquet, fait que ça en ramène 6. Eh bien 6 cartes, il peut facilement avoir un tipping point. Un tipping point, le joueur suivant peut, s'il est déjà prêt à le commercialiser, s'il était déjà présent peut-être dans la colonne ou via un déplacement, en un tour voire en 2 tours, elle peut être terminée et le jeu est fini. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de rechanger dans la couleur qui est celle la plus intéressante pour vous. La fin de jeu peut arriver de manière très brutale parce qu'elle apparaît et les autres joueurs vont le terminer assez vite. Donc, comme vous l'avez vu, il y a plein de petits points de règles un petit peu complexes à gauche à droite. Une partie des actions possibles ici sont relativement simples. Vous devez faire attention à votre argent, le faire monter, le faire descendre et faire des coups de temporisation. Il y a des règles standards qui sont assez simples, mais avec des cas spécifiques qui font qu'effectivement vous allez revenir sur ce bandeau de si alors sinon, hein, donc ce logigramme qui va vous aider à voir toutes les actions. Il reprend aussi
les divers autres symboles que l'on peut retrouver sur le jeu pour les actions associées. C'est un jeu qui est très chaotique à 4 parce que entre le moment où vous jouez et le moment où vous rejouez, le jeu a pu changer, les cartes que vous visiez sont disparues, d'autres personnes sont allées dessus, il y a eu de la recherche, il y a eu des changements assez importants. C'est un jeu qui se contrôle bien mieux à 2 parce qu'on joue très rapidement l'un après l'autre. On va arriver à 2 peut-être plus facilement à gagner par Tycoon en mettant toutes ces sociétés. Tandis qu'à 4 joueurs, comme il y a beaucoup de monde qui met du monde qui engage les employés, vous allez avoir moins de coûts pour les commercialisations, moins de coûts pour la recherche. Et vous risquez surtout c'est de ne pas savoir rentrer facilement avec votre propre employé. Parce que si tout est pris, vous allez devoir être obligé de les faire rentrer dans des utilities qui ne vous permettra peut-être pas d'aller placer un cube sur les brevets quand vous réaliserez l'action. Donc c'est parfois important. Il faut savoir que quand vous choisissez votre sphère cachée, mais vous avez vu, il y a des moments où vous gagnez des points de victoire par problème que vous avez résolu, sauf que en vert, il y en a 8, en jaune, il y en a 6, il n'y en a que 3 en bleu, il n'y en a que 2 en orange. Donc choisir ici comme hidden sphere, c'est parfois plus difficile, plus dangereux. En même temps, il y a moins de monde qui risque d'aller vous embêter sur une zone ainsi que par contre tous les verts. Si les gens ont l'occasion de choisir vert comme sphère cachée, ils vont peut-être plus rapidement aller chercher ces cartes-là associées et donc mettre des sociétés, ce qui en plus facilitera le fait de jouer dans cette colonne-là et fera un petit peu plus vite tourner l'une par rapport à l'autre. Si vous avez des sphères où il y a moins d'options, vous avez peut-être plutôt intérêt à terminer le jeu avec d'autres manières de scorer, comme le fait de scorer sur les futurs chocs qui seraient placés ici ou autres. Donc, de terminer en paradigme ou de terminer avec 5 fois la couleur qui se trouve ici. Comment arriver à avoir 5 fois la couleur? Eh bien, il y a les cartes avec l'éclair qui vous permettent d'enlever des cartes présentes dans le jeu. Il y a des cartes qui permettent de déplacer les cartes dans le splay. Donc, il y a pas mal d'options qui arrivent, mais avoir du jaune ou du vert au niveau des problèmes et des sociétés est souvent un gros avantage. Maintenant, ici, il y a déjà 2 oranges, il y a peut-être plus de chances que les oranges sortent et qu'on termine dans cette couleur-là, ce qui voudra 2 points par société ou par problème résolu. Si tout le monde a été joué sur les verts et les jaunes, eh bien, vous allez scorer vous tout seul. Donc, il y a vraiment des grandes options, des grandes choses à faire. Le problème, c'est que le jeu n'est pas simple. Ça veut dire qu'il y a une prise en main et une progression très importante. Et il faudra y jouer et arriver à y rejouer après pour comprendre la manière de faire. À 4, c'est plutôt chaos. À 2, c'est plutôt contrôle. Je pense que le bon nombre pour y jouer, c'est 3. C'est assez chaotique pour que ça bouge, mais assez contrôle parce que ça va revenir plus rapidement à vous. C'est le bon compromis au niveau de temps de jeu et gestion de jeu. Donc ne soyez pas effrayés si vous terminez avec 0 points et que le premier gagne à 1. C'est franchement des scores très possibles. Faites attention aux gens qui font beaucoup de sociétés pour ne pas qu'ils gagnent par Tycoon parce que là-bas vous ne savez pas y faire grand chose. On ne sait pas facilement retirer les sociétés des autres sauf si on trouve une carte avec le nom de la société sur laquelle était déjà placé un autre joueur, auquel cas elle va être éliminée lorsque vous placerez la vôtre. Mais sinon, c'est pas facile de l'en empêcher, donc ça se gère plus facilement à 2 joueurs de faire un Tycoon qu'à 4. Voilà, c'était Pardieu pour Pax Transhumanity. Passez une bonne journée. Vous êtes encore là? En bonus, je vous montre un petit peu comment on pourrait démarrer un jeu. Un plateau de jeu un petit peu réduit, le 5, le 3 et le 0 simplement, donc franchement un petit peu simplifié. Comment une partie pourrait commencer? Ma première action, mais je vais recapitaliser, j'ai rien à ramener ici. Je vais descendre 2 cubes pour remonter 2 cubes, tout va revenir ici. C'est ma première action. Ma deuxième action, comme je voudrais par exemple récupérer cette carte-ci et en faire l'action parce qu'elle rapporte 2 petits cubes en plus pour ma gestion, eh bien, je voudrais bien la créer ici. Je vais préparer sa commercialisation et sa gestion, mais pour cela, comme je ne sais pas la mettre, il me faudrait avoir les 2 couleurs, le vert et le bleu, en jeu. Eh bien, j'ai ici une carte qui pourrait être recherchée, qui me permettrait de le faire. Je vais la viser. Donc, je vais engager quelqu'un. Pour 3, je descends et je mets quelqu'un ici dans le Developing World en recherche. Ça, c'est mon premier tour.
Comme première action du deuxième tour, je vais aller faire une recherche. Ça me coûte 5 x 2, 10, mais on est dans la globalisation, ça ne coûte que moitié, donc ça ne coûte que 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir faire une recherche. Je le descends ici, ainsi il pourra me servir aussi bien en recherche qu'en commercialisation. Et ceci, je le prends. Alors, je mets dans le think tank, l'avantage c'est que je vise exclusivement cette carte bleu-vert qui se trouve là-bas pour ne pas aller placer 2 cubes en vert et en bleu ici, ce qui est plus rentable pour le long terme parce que je pourrais faire aussi faire du vert-vert, je pourrais aussi faire la bleu-vert qui se trouve là, mais comme je suis tout seul ici c'est plus facile, je vais seulement le mettre dans le think tank, ainsi je ne perds pas de cubes. Première action du deuxième tour. Deuxième action, ce qu'il me faudra c'est avoir quelqu'un ici. Alors, soit je fais descendre à nouveau, soit je remonte tout, ou alors je peux déjà préparer ma syndicate. Donc syndicate, je vais faire ça, je vais me mettre là. Ce qui veut dire que je pourrais très bien mettre sur une autre carte verte, oui je vais tricher, hein, on est bien d'accord, je suis à 0. Je pourrais mettre sur une autre carte verte qui se trouve là-bas, il n'y en a pas. Fin de mon deuxième tour. Début de mon troisième tour, je décidais de récupérer de l'argent, hop, je remonte, je ne ramène rien du tout. Je n'ai pas mis sur le carré noir parce que ce n'est pas une obligation, c'est un carré noir, c'est une option. J'ai remonté tout, première action du troisième tour. Deuxième action du troisième tour, je paye 3 pour mettre quelqu'un en production, parce que je veux commercialiser ma carte. Fin de mon troisième tour. Quatrième tour, hop, 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 je récupère de l'argent, ainsi au moins c'est clair et j'en ai. Et je peux payer, en ce cas, ma commercialisation. Pour faire ma commercialisation, je dois avoir quelqu'un dans la zone main, c'est le cas. Je dois avoir une carte qui est syndiquée avec un cube dessus, c'est le cas. Elle doit être réalisable, elle doit être viable. C'est bleu-vert, ce n'est pas possible dans le splay. Je n'ai pas les cubes ici bleu et vert qui me permettraient de le faire, mais j'ai une carte dans le think tank qui peut le faire, donc je peux le faire, elle est viable. Je vais payer le prix. 2 zones visibles x 2, ça me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Je rappelle que globalisation, ce n'est que pour ici. Ça me coûte 4. Je descends mon cube, je le prends. Je vais remplacer par la carte que j'avais mis dans le think tank, que j'avais réservé. Cette carte-ci va aller soit du côté bleu, soit du côté vert. Je vais d'abord recevoir le bonus, donc je vais récupérer 2 cubes de la réserve qui vont dans le wheels. Je le place en bleu, en vert. Je peux regarder, tiens, qu'est-ce qui serait faisable pour l'instant. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de combinaison bleu-vert. Ben, je me dis, comme j'ai déjà un cube sur le vert, on va le mettre ça en vert. Ça me fera potentiellement, dès qu'il y en aura plus de sous. Et là, je pourrais même faire du vert-vert au niveau de ma gestion. Donc ici, j'ai accès à du vert-vert et du vert-orange comme tout le monde. Voilà, les premiers tours qui sont un petit peu les obligations de démarrer, c'est-à-dire de faire une... Et j'ai oublié de faire ceci. Donc de remettre ensuite quelque chose, voilà, un vert bleu par exemple. Quand j'ai fait la recherche, un petit peu rapidement, j'ai oublié de décaler tout et de recharger. Et donc, c'est un petit peu l'obligation au départ, c'est de faire des recherches pour avoir, soit dans le think tank, soit dans Cube ici, de quoi faire les premières commercialisations, et puis après le splay démarre, et là-bas on commence à avoir des combinaisons possibles. Maintenant à vous de jouer.